on se battait pour un bout de pain. C'est 9 petits-enfants et puis 13 arrières. Non. Oui. Oh, mais on ne se posait pas des questions comme ça. Les gens n'avaient pas de voiture. Vous montiez aux arbres? Oui, Vous faisiez quoi? beaucoup. Ma mère, elle... Bonjour Monique. Bonjour. Je suis très contente de faire votre interview pour Mémo parce que ça fait longtemps que j'ai envie de venir ici. Parce qu'on m'a raconté votre histoire et comme moi, vous avez eu envie de parler de votre enfance. Et donc, vous avez écrit ce livre. Oui. C'est un livre que vous avez écrit pour votre famille, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire que, comme chez tout le monde, il y avait des repas de famille, la conversation roulait sur toutes sortes de sujets, et fatalement, j'avais toujours quelque chose à dire. On va parler aussi de votre vie de maman, parce que vous avez eu 5 enfants, Oui, à une époque où la maman s'occupait de tout à la maison. oui, Pour commencer, vous êtes né du coup en 1929, oui, vous avez 95 ans. oui, Vous êtes né où? à Paris, Dans quel quartier à Paris? 17e, 17e. les Batignolles. Je suis née rue Balagny à l'époque, et maintenant c'est devenu la rue Guy Moquet. Ah, ça a Vous changé. savez, c'est un jeune résistant qui a été fusillé. On n'a pas pu rester parce que l'air de Paris ne me convenait pas. Comment ça, l'air de Paris? Je ne poussais pas. Et comme j'étais venue au monde au bout de 9 ans de mariage, mes parents n'ont pas pris de risque. Le médecin qui me suivait a dit il faut retourner manger de la cancoyote. La cancoyote? C'est Savez ce quoi? que c'est? Non? Allez chercher une tartine. C'est un fromage. C'est ce qu'on appelle du miel de vache. D'accord. C'est un très bon fromage, Et ça vient de trempé dans du café au lait, c'est très bon. Un fromage trempé dans le café. Non, blague à part, il a dit qu'il faut retourner en Franche-Comté, parce que mes parents étaient originaires D'accord. de Franche-Comté. On est donc revenus en Franche-Comté. Et mes parents ont pris la gérance d'un magasin à succursale, les Docks Franc-Comtois, D'accord. à Besançon, au 103 Grande Rue. Vous vous souvenez de toutes les adresses? Ah, ben ça, puis ça, Besançon, je me souviens. Et vous dites que vous êtes né après 9 ans de mariage. Vos parents, ils ont volontairement attendu? Ben non, parce que je suis pas née au monde. Oui. Je crois que ma mère avait dû faire une fausse couche avant, puis ils auraient quand même bien voulu. La preuve, je suis là. Bien sûr. Et donc vous arrivez, vous êtes particulièrement aimé, particulièrement attendu. Oui, j'ai eu une enfance très heureuse. Très heureuse, mais une enfance de l'époque. Donc bien sûr. Une enfance de l'époque, mais j'étais très heureuse parce que mes parents étant dans le commerce, j'étais toute seule, je ne manquais de rien, mais avec quand même une certaine sévérité. Ma mère, elle... Fallait pas faire de bêtises, fallait avoir des bonnes notes? Oui, moi ça, j'ai pas fait beaucoup d'efforts. ça allait tout seul. Pourvu qu'il y en ait une qui récite la leçon avant moi, j'arrivais derrière, je savais. Vous aviez déjà la bonne mémoire. J'ai pas eu de problème à l'école, non. Et Voilà. est-ce qu'on dit souvent que être enfant unique, c'est un enfant un peu gâté, très aimé? Est-ce que vous avez eu les avantages de l'enfant unique, vous? Je ne comprends pas. Ils ne m'ont pas élevée comme une enfant unique. Non, non. J'ai commencé à travailler, à les aider très jeunes, très jeunes, et j'ai pas l'impression qu'ils aient pris des précautions particulières, à part ma santé. Mais ma santé, ça s'était arrangé, c'était parfait, ça allait bien. Non, ils m'ont élevée, comme on disait dans le temps, à la dure. À la dure? Oui. C'est que vous aviez des punitions, par exemple? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Si j'avais fait vraiment une grosse connerie, pof, je prenais une paire de claques et puis... Et quand vous disiez tout à l'heure, vous étiez un petit peu chippie, c'était quoi vos bêtises? Vous faisiez quoi? Chippie, non, mais j'étais casse-cou. Casse-cou? J'étais plutôt casse-cou. C'est quoi, vous montiez J'avais aux souvent arbres? les genoux couronnés. Vous montiez aux arbres? Vous Oui, faisiez quoi? beaucoup.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis on allait cavaler dans la nature. L'hiver, on allait faire de la luge. Il y a toujours une petite rue ou un champ en pente. Voilà, l'été, on allait à la baignade, mais elle était froide. Bah oui. Très froide. Bah oui, c'est une rivière à truites. Vous vous baignez quand même? Oui. Vous aviez peur de rien? Non, il n'y a pas grand-chose qui me faisait peur. Et elles ressemblaient à quoi vos journées? En dehors de l'école, elles ressemblaient à quoi vos journées? Vous faisiez quoi? Dans nos journées, déjà à l'école, on y allait 5 jours. 5 jours, ouais. Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi. Toute la Ah journée. Ah ben oui. Pas le jeudi? On allait à l'école le jeudi. Ah, on avait vacances le jeudi et le dimanche. Ah, le jeudi, d'accord. Oui. Puis le jeudi, le matin, il fallait aller au catéchisme. Puis l'après-midi, on allait au patronage. Puis pendant les vacances, ben, la nature, beaucoup. Oui, parce que vous partiez pas en vacances. Pendant les vacances, vous étiez à la maison. Ça n'existait pas. Bah oui. Peut-être dans les villes, les gens, bon, huppés, mais ici, personne n'allait en vacances. Ouais. Ah non, ça n'existait pas. On n'y pensait même pas. Les vacances. D'abord, il fallait avoir une voiture. Les gens n'avaient pas de voiture. Il y avait 3 voitures à Quinzé. Et c'était qui vos copains? Vous faisiez des bêtises avec qui? Ah ben j'avais un cousin, Germain, qui était de la même année que moi. Ouais. Et on était tout le temps ensemble. Parce qu'il habitait Quingey, évidemment, et sa mère, c'était la sœur à mon père. J'ai trouvé, parce que mes parents étant dans le commerce, surtout un café-restaurant, il y avait toujours du monde chez nous. J'étais jamais toute seule avec mes parents. Dès que j'avais 5 minutes, hop, je cavalais chez ma tante, je le retrouvais, voilà. Et tout à l'heure, vous disiez que vous étiez plus garçon que fille. Ça veut dire Oui. quoi? Ben, ça veut dire que je jouais plus aux billes qu'à la poupée. Du coup, vous préfériez jouer avec les, Ah oui, avec les garçons? oui, moi j'aimais bien les jeux un peu virils. À l'époque, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Oui, non. Parce que... J'aimais bien jouer avec les garçons. Les filles, je ne m'entendais pas très bien. Mais J'avais souvent des petits troncs à régler, ça ne me plaisait pas. Que les garçons, c'était parfait. les garçons, ils vous acceptaient, même si Ah, vous étiez... ben oui, je faisais partie de la bande. Vous êtes né en 1929, donc vous avez évidemment connu la Seconde Guerre. Là? La Seconde Guerre, la guerre. Ah oui, la Seconde Guerre. Oh, ben bien sûr. Est-ce qu'à un moment, votre vie, elle change à cause de la guerre? Ou c'est au fur et à mesure? Vous savez, j'ai été en colonie de vacances à Versailles 2 années de suite, en 38 et en 39. En 38, ça s'est passé normalement. En 39, on n'a pas fini le mois d'août. Parce que la guerre a été déclarée le 3 septembre. La colonie de vacances où j'ai été, ça était à Versailles. C'est tout à côté du camp du Val d'Aon, camp militaire. Alors, à partir du 15 août en 39, c'était bourré de soldats, tout partout. On sentait bien que, pas nous les gosses, mais les adultes, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Et puis, c'était des religieuses, et elles n'ont pas pris le risque de nous garder. Elles ont renvoyé tous les enfants chez leurs parents. Quand je suis revenue donc, de colonie, quelques jours après, il y a eu donc la déclaration de guerre et mon père est parti, il a été mobilisé. Je me souviens très bien du jour où les hommes sont partis. Ils avaient fait leur valise, un car qui les a emmenés à Besançon. Là, ils partaient à la guerre, parce que la guerre était déclarée. Et vous vous rendez compte que votre papa va partir pendant un certain temps et que ça peut être dangereux? Oui, mais on était comme tout le monde. Hein? Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Alors donc mon père est parti à Besançon. Il a tombé dans une unité sanitaire, c'est-à-dire que c'était des ambulances. Ils étaient chargés d'aller récupérer les blessés à la gare de Besançon quand il y avait eu des combats dans l'Est, le long de la ligne Maginot ou le long de la frontière belge. Donc il ne part pas sur le terrain? Non. Il aide ceux qui reviennent? Ils sont restés là.
jusqu'à la débâcle. C'est quoi la débâcle? La débâcle, c'est le reflux de toute la population danoise, belge, luxembourgeoise, le nord, l'est de la France, tout le monde dans le Midi. Il y avait un monde, un chaos sur les routes, des voitures qui tombaient en panne parce qu'il n'y avait plus d'essence, puis des voitures chargées et de belles choses. Parce que les gens emmenaient ce qu'ils avaient de plus précieux. Ça, c'était quelque chose, la débâcle. On avait une cousine qui habitait à Toulouse. Oui. Alors mon père avait l'adresse, ma mère, on est parti avec les camions militaires. Moi, je passais des genoux de l'un sur les genoux de l'autre. On a mis 5 jours pour arriver à Toulouse. Depuis Besançon, 5 jours? Depuis Quingey, oui. On est parti le samedi, on est arrivé le jeudi à Toulouse. Puis à Toulouse, ma mère, elle en était fatiguée. C'était toujours la guerre. Mon père sont allés voir où ils devaient aller après, parce qu'ils avaient comme point de ralliement Toulouse. Et là, on leur a dit, vous partez, les militaires, à Port-Vendre pour embarquer pour l'Algérie. Quand il est arrivé à Port-Vendre, l'armistice a été signé. Donc, ils n'ont pas quitté la France. Il y a quand même plusieurs mois où vous vivez seul avec votre maman, c'est ça? Oui. Mais c'est trop compliqué? Oui, c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes partis, parce que quand les Allemands avançaient, évidemment, et le maire de la commune est venu trouver ma mère, et lui a dit, il faut fermer votre café, parce que vous ne pouvez pas rester toute seule avec une gamine, on ne sait pas. Il circulait des bruits terribles, terribles à ce moment-là. Et on disait que les Allemands coupaient les mains des enfants, leur arrachaient les yeux. C'était désastreux comme effet, parce que tout le monde se sauvait. Il fallait tout quitter. Exactement. Avec la différence que rien n'était confortable, rien n'était... vous savez, les voitures, il y avait des vieux tacos, il y avait des espèces de camionnettes. Chacun se débrouillait, parce qu'il faut dire les choses comme elles étaient. Au départ, avec les Allemands, ça se passait bien. Oui. Je pense qu'après, avec réflexion, ils devaient avoir des ordres comme quoi de sympathiser avec la population, pour pas vous nous effrayer. entraîner. Voilà. Pour pas vous faire Tant peur. qu'il n'y a pas eu les histoires de résistance, de maquis, ça allait après. Parce que avant de partir dans le Midi, vous envoyez des soldats allemands, vous? Non, les premiers que j'ai vus, les premiers que j'ai vus, c'est quand on est revenu du Midi, c'est-à-dire au début octobre 40, pour qu'ils soient démobilisés, il fallait qu'ils justifient d'un emploi en zone occupée. D'accord. Donc, il y a eu plein de gens en zone occupée, plein de gens de bonne volonté qui ont embauché des tas de gens qu'ils n'ont jamais vus pour qu'ils puissent se faire démobiliser puis rentrer dans leur foyer. Voilà. Alors nous sommes rentrés donc au début octobre jusqu'à Moussou-Vaudrey, puis Moussou-Vaudrey-Quingey à pied, 40 km. Parce que du coup, quelqu'un a embauché votre papa. Oui, mais oui, un nommé Méran. Vous vous souvenez de son nom? Oui, je me souviens de son nom. Et la vie dans le Midi avec votre cousine, comment ça se passe? Super. Super. Oh, moi, c'était des vacances. C'était des vacances. Parce que là, il n'y avait pas école, il y avait moins de soldats. Ben il n'y non, avait il pas n'y les avait pas. soldats. Ben non, puisqu'on est parti au mois de juin, donc on a eu tout l'été. On s'est trouvé avec des gens un peu de la région, entre parenthèses, on s'est trouvé avec le médecin, notre médecin de famille qu'on avait quand mes parents habitaient Besançon. On s'est retrouvés là-bas, il avait des enfants, alors on était toujours ensemble. C'était une colonie de vacances. Oh, c'était super. Est-ce que vous avez un souvenir qui vous revient régulièrement de cette époque-là, dans le Midi? Oui, un bon souvenir? Oui, justement, une des filles de ce docteur
Ma fille aînée, elle avait, je sais pas, 17-18 ans, elle nous dit un jour, j'ai vu en allant se promener, il y a des belles marguerites jaunes au bord de la rivière. On va les en cueillir et on les vendra dimanche à la sortie de la messe. Tout le monde les a achetés? Mais oui, les gens les achetaient, au grand désespoir du père. Vous vous souvenez combien? Oh non, ben ça je me rappelle. Non, ça. Oui. Mais c'était des petites pièces, mais pour Oh vous, c'était... oui, c'était, je sais pas, la valeur de 50 centimes, Oui. si vous voulez. Mais bon, les marguerites, elles vous appartenaient pas. Ah ben ça appartenait à la nature. Oui, oui, oui. oui. Vous savez, maintenant, on n'a plus le droit de rien. Alors qu'à l'époque, si. Donc vous revenez à Quingey. Oui. Comment elle se passe la vie? C'est compliqué? C'est... Au début, non. Au début, non, parce que la France avait quand même des réserves. Mais on a eu quand même tout de suite ces cartes d'alimentation. Oui. Les tickets? C'est-à-dire qu'on avait une carte de pain, c'était comme des petits timbres. Il y avait marqué 100, 200, alors on allait acheter du pain, il fallait qu'il faisait tant de grammes, et ben le boulanger découpait. Ouais. Et après, il s'amusait à tout recoller ça sur des feuilles. Bon, alors, on avait donc les cartes d'alimentation pour le pain, les cartes d'alimentation pour l'épicerie, Ouais. le café. Et pour les vêtements aussi? Les vêtements, c'était pareil. Il y avait des points textiles. Oui. Des points textiles, mais ça a duré longtemps. Parce que quand je me suis mariée en 1951, ma robe de mariée, il a encore fallu que je donne des points textiles. Non. Ah, si. Si, je vous le dis, c'est vrai. Et est-ce qu'à cette époque-là, vous aviez assez à manger? Oui. Parce qu'il y avait assez de Oui, tickets. parce qu'on était à la campagne. Oui. À la campagne, celui qui avait un petit coin de terrain, un petit, ne serait-ce que des bordures le long de sa barrière ou n'importe quoi, on a planté. Nous, moi, ça ne changeait pas puisqu'on avait un jardin avant. Et puis après, on a continué le jardin. Et puis on avait où habitent justement mes enfants. Maintenant, elles ont bâti. Mais là, on a cultivé ça pendant la guerre, planter des pommes de terre, des haricots, du maïs, puis on avait des arbres fruitiers. Qui s'occupait du jardin? Mon papa, c'était un as jardinier. Ouais. Et vous? Est-ce que vous participiez un petit peu? Moi, je suivais le mouvement. Hein. Moi, il fallait aller cueillir. On se levait bonne heure le matin pour aller cueillir les petits pois avant que le soleil donne. Ah oui. Parce qu'on ne cueille jamais tout d'un coup. Tout n'est pas mûr d'un coup. Alors on cueillait, il fallait trier. Et puis après, on rentrait, on égrenait, et puis on les mettait en conserve dans des bouteilles à champagne. Ah bon? Mais vous aviez du champagne? Dans un café, il y avait du champagne. Dans le café, oui. On avait des bouteilles vides, et puis après, on les stérilisait dans une chaudière où on lavait le linge. Voilà. Parce que je faisais aussi la lessive. Ah bon? Quand j'ai eu 13-14 ans, je faisais la lessive. Pour la maison? Oui. D'accord. Ouais. Et vous aidiez Alors vos je parents? lavais à la maison, et puis je mettais tout ça dans un grand chaudron, dans un grand bac, et j'allais rincer à la rivière. J'adorais ça. Et quand est-ce que vous allez en internat? Je suis partie alors justement, en 1941, j'ai eu mon certificat d'études. 41, la rentrée, j'avais 12 ans. Mes parents n'étaient pas chauds de me laisser partir toute seule à Besançon. Parce que c'était pas amusant. Hein. Il y avait des contrôles de la police allemande, où pouvait arriver n'importe quoi. Après, il y a eu un bombardement à Besançon. Oui, bien sûr. Alors, elle dit, avec la maîtresse, elle dit, on va la garder encore un an. Elle dit, je vais lui faire un programme de 6e, mais elle va rester là, puis on verra l'année prochaine, la guerre sera peut-être finie. Hélas, la guerre n'était pas finie en 1942. Je suis donc partie un an en 6e à Besançon.
Là, c'était l'internat. Là, c'était un internat. Vous dormiez là-bas toute la semaine. On voyage avec quoi? Personne n'avait de voiture. Ouais. C'était très rare. On était tous internes. Il y avait déjà les Montjura qui faisaient des lignes de car, qui desservaient un peu toute la région, mais c'était pas une voiture particulière. Ouais. Alors, donc j'ai fait mon année de 6e, et c'était à ce moment-là qu'ils ont bombardé la gare de Besançon, les Anglais. Enfin, les Anglais ou les Américains, les Alliés ont bombardé, et les Allemands se sont aperçus qu'il n'y avait pas assez d'abris pour mettre toutes leurs troupes à l'abri en cas de bombardement. Puis nous, on avait notre école qui touchait les casernes. Donc, mais comme c'était pas assez grand, ils l'ont gardé pour eux et ils ont dit plus d'élèves. Vous avez été renvoyé chez vous? Alors, on n'a pas pu continuer comme ça. Tout Besançon Nord est allé à Gré et Besançon Sud, Salins. C'est des villes aux alentours? Voilà. Salins, c'est dans le Jura. D'accord. Gré, c'est dans la Haute-Saône. Mais vous ne pouviez pas rentrer chez vous? Mais non, on n'avait pas de car, on n'avait pas de moyens, non. Alors c'était terrible. Parce qu'on a eu des hivers catastrophiques. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien? Très très froid, de la neige, de la glace, rien pour se chauffer. On avait droit à l'école, on avait 4 dortoirs et des sanitaires. C'était des vieux bâtiments. Il n'y avait pas de volets, pas de stores, rien. C'était que des carreaux. Et à cause de la défense passive, ils les avaient peints en bleu. Pourquoi en bleu? Pour pas qu'on voit la lumière depuis dehors. Et du coup, votre école était encore entourée d'Allemands ou non? Ah ben là, on était en zone occupée. Ouais. Et double difficulté, parce que c'était pas le même département. Salins était dans le Jura, ici c'est dans le Doubs. On ne pouvait pas écrire d'un département à l'autre. On nous donnait des cartes pré-imprimées. Je suis en bonne santé ou malade. Fallait rayer. Ils contrôlaient vachement ce que vous écriviez. Ben oui. Et vous pouviez écrire à vos parents ou pas? Comme ça? Vous aviez des nouvelles de vos parents pendant cette période? Mes parents, je ne me tracassais pas trop pour eux. Eux se tracassaient plus pour moi. Ouais. Parce qu'ils savaient que j'étais pas bien. Hein. Parce qu'on avait froid, on avait faim. C'était horrible, horrible. On avait un pain qu'on appelait à l'époque un pain fendu. C'est à peu près long comme ça, large comme ça, et puis haut comme ça. Et ça, c'était pour 4. Ils coupaient ça, puis ils mettaient dans chaque assiette. Quand on arrivait au réfectoire, ils ne prenaient pas 1 centimètre, hein, c'était fait à vue d'œil. Quand on arrivait au réfectoire, d'un coup d'œil, on avait des tables de 8, on visait le morceau de pain le plus gros et on se précipitait. Il y en avait 2, 3, on avait les mains griffées et tout, mais on se battait pour un bout de pain. Et quand est-ce que vous rentrez chez vous? Oh, ben on ne rentrait pas souvent. La rentrée, c'était le 1er octobre. Ouais. On revenait à la Toussaint 1 jour et demi. 1 jour pour la Toussaint, le lendemain matin, parce que c'était une messe pour les morts. On revenait à Noël. On avait, je ne sais plus, moi, 1 ou 2 semaines, Noël, jour de l'an. Et puis après, ça dépendait de Pâques. Pâques étant une fête mobile, si Pâques était au mois de mars, on n'avait pas de vacances à février. Si Pâques tombait au mois d'avril, on avait quelques jours à février. Et puis quelques jours à Pâques. D'accord. Et puis c'est tout. Puis après, on revenait au 14 juillet. Et quand est-ce que... Ça, c'est pendant combien de temps?
C'était Ben, quand? ça a duré 3 ans. D'accord. Ben oui, puisque j'ai fait 4 ans. Oui, d'accord. Est-ce que vous vous souvenez du jour de la libération? Oh, le jour de la libération, alors ça c'était quelque chose. Parce que le fait de la libération, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'on est libéré. Un poids énorme qui s'en va. Parce qu'on le savait. Il y avait on écoutait Londres, les informations. À la radio? Il y avait des tracts, des avions qui passaient. Ils lâchaient des tracts et on savait où ils étaient. Et on a appris un jour, un dimanche, qu'ils étaient à Salins. Et puis on avait un professeur, Mademoiselle Quincy, on l'a su après ça, qu'elle faisait partie de la résistance. Elle nous avait dit, vous écouterez les informations, vous écouterez Londres, parce qu'il va se passer quelque chose. Donc elle le savait. Et le lendemain, j'ai regardé, j'ai vu sur le pont de Quingey des gens avec un drapeau français. Oh, comme ils étaient à Salins la veille, j'ai dit, parce qu'on savait que c'était des Américains qui étaient là. Alors, tout le monde s'est mis à courir. Vous pensez bien. Alors les jeunes sont allés à l'église, ils ont sonné des cloches, et puis il y a une jeep qui est venue, qui s'est arrêtée, puisque le café il touche l'église. Il s'est arrêté, il est allé voir mon père, puis il lui a dit « Je comprends votre joie, mais il faut m'emmener pour faire arrêter les cloches. Il ne faut pas signaler à l'ennemi que nous sommes là, parce que on n'est pas assez nombreux. Le restant va arriver, mais pas maintenant. » Alors mon père l'a emmené, et puis il a dit aux jeunes « Arrêtez-vous ». Et puis il a dit au gars, il dit « Comment ça se fait que vous parlez si bien français ?» Il lui a dit « Parce que je suis Canadien-Français. » Ah. Et votre vie, elle change à partir de ce moment-là? Oh, non. On n'a rien eu de... On était contents parce qu'on savait qu'on ne risquait plus rien. Voilà. Parce que vous savez, il y a eu des rafles ici, avant la libération. Des gens qui étaient dans la résistance, qui ont été emmenés en Allemagne et qui sont morts en déportation. Ça, il y en a eu. Alors, on était libérés de tout ce poids, on savait qu'on allait se coucher le soir, puis qu'on se réveillerait le lendemain matin, et c'est ça qui nous rendait joyeux, quoi. On était contents. Parce qu'avant, il y avait toujours cette peur de l'ennemi peut venir toquer à la porte. Ah oui, ah oui. Parce que quand ils venaient... ils s'arrêtaient sur la place, des camions, puis ils allaient chercher les gens qui... Ça, c'est terrible, terrible. Mais après, qu'est-ce qu'on était... On était tranquille. Oh, mais tout n'est pas revenu. On a eu encore des restrictions longtemps. Hein. Ça a mis du temps? Très longtemps. Plusieurs années? Ah oui. Oui. D'abord, tout ce qui venait de loin, on ne l'avait pas. Hein. D'accord. Les fruits exotiques, tout ça, on n'avait pas. L'important, c'était on est quand même dans un pays où on peut suffire. Il y avait du blé, donc il y avait de la farine, il y a de la farine, des boulangers, on avait du pain. Vos parents, ils réouvrent le café? Ah ben oui, on y est resté jusqu'en 50. Puis en 50, moi je fréquentais mon mari, et puis ils nous avaient posé la question si on voulait reprendre derrière eux. Moi, ça ne me bottait pas tellement, et puis mon mari, il n'était pas fait pour ça. Puis mon mari, il construisait des 203 à Sochaux, chez Peugeot. Mais justement, quand est-ce que vous rencontrez votre mari? Ben oui, c'est 48, 49, voilà. Ouais. Donc assez tôt, vous êtes... Parce qu'il était originaire d'ici, puis il venait chez sa grand-mère. C'est comme ça que nos parents, mes parents et ses parents, se tutoyaient, ils avaient été gamins ensemble. Mais moi, lui, il avait fait sa vie du côté de Montbéliard, et puis moi, ici, je ne le connaissais pas.
Vous avez eu tout de suite le coup de foudre ou pas pour votre mari? Faut croire que oui, hein. Ça a duré 63 ans. Et il était comment? C'est Claude, c'est ça? Claude, Il était comment, Claude? quand il avait 20 ans, il était beau. Hein. Qu'est-ce qui vous Il a avait plu? des cheveux. Je disais, c'est pas normal qu'un homme ait des cheveux comme ça. Crantés. Puis après, un beau jour, eh ben, il n'en avait plus. Et vous savez ce qu'il disait? Il disait au gosse, ça, c'est de la faute à la mère. Pendant que je dors, elle me les arrache. Et c'est lui qui vous demande en mariage? Comment ça se passe? Ben, c'est-à-dire qu'étant à Valentinier, puisque c'est là qu'il habitait, c'est à côté de Sochaux, il en avait marre de faire le voyage. Alors, moi j'en ai eu marre de faire le voyage, allez hop, on se marie. Du coup, vous avez eu 5 enfants. Oui. On l'a dit tout à l'heure. Vous vouliez autant d'enfants? Enfin, autant. Ah, pas du tout, je ne me suis pas mariée pour avoir des enfants, je me suis mariée pour vivre avec mon mari. Oui. D'où le résultat. En tout cas, vous avez eu 5 enfants. Bah oui, Que puis il était assez content. vous en vouliez? Est-ce que à l'époque, Oh, mais moi, on ne se posait pas des questions comme ça. c'est ça? Ça n'existait pas. À l'époque, c'était une suite logique. Il y Bah, avait oui, bien personne. sûr. On se disait pas est-ce que j'en veux ou pas. Non. Moi, j'avais des enfants très facilement, hein. Faut dire la vérité. Hein. Oui, parce que 5. C'était pas un problème pour moi. Oui. Il y a des femmes qui, c'est pas facile, mais moi, c'est pas mon cas. Non, moi, j'ai eu mes enfants, ben voilà. Puis ils sont contents d'être au monde. Bien sûr. J'espère. Et c'est peut-être une question intime, vous me dites, mais c'est une époque où on se protégeait pas beaucoup, donc c'est pour ça qu'on avait Vous forcément- protégez rien du tout. Ah oui, rien du tout. Ah, pensez-vous? Ben non. Fallait que ce soit des gens avoir des relations avec quelqu'un qui... Mais pas à Ça la n'existait pas. campagne, hein. Oui, ça n'existait pas. Et comment vous avez fait pour élever 5 enfants et travailler en même temps? Ah non. Mais, j'ai travaillé mes 10 ans. Mon fils, le dernier, avait 10-12 ans. Ah, d'accord. Et il m'a dit, tu sais, maman, si tu veux aller travailler, tu peux y aller. Hein. Je vais bien me garder tout seul. Oh, ça, oui. Donc, quand les enfants étaient jeunes, vous ne travailliez pas. Ah oui. Ah oui. En même temps, 5 enfants. Ah oui. J'ai toujours été là quand ils en ont eu besoin. Puis même après. Parce que maintenant, il y a une sacrée tablée. Hein. Bah oui, j'imagine. Avec les petits-enfants, arrière-petits-enfants. Ben, j'ai 9 petits-enfants et puis 13 arrières. Non. Oui. Mais vous vous rassemblez encore tous Oui, à Noël? Comme à Noël. Ça ressemble à quoi une journée d'une maman qui a 5 enfants? Et bien, quand vous les avez équipés et qu'ils viennent partir pour l'école, vous commencez par vous asseoir et puis par dire « Ouf !» Puis après, on commence à ramasser. Puis on vous dépêche parce que le repas de midi, il était là. Hein. Moi, ils n'ont jamais mangé à la cantine. Ah oui, ils revenaient tous les midis, vous faisiez à manger. Ils revenaient le soir. Oui. Et ça, elles toute allaient à seule? l'école toutes seules. Et pourtant, c'était à quoi 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi. Mais elles ont toujours été à l'école, elles me ramenaient le pain et le lait, Ah. qu'on payait au carnet. Ah, il y avait encore les tickets? C'est-à-dire qu'on ne payait qu'une fois par mois. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Comme ça, il n'y avait pas d'histoire d'argent. Alors, elles allaient à l'école, elles posaient le bidon, puis en sortant à 11h30, elles reprenaient, puis elles rentraient. Vous dites elle, mais vous n'avez pas eu que des filles? Ben oui, parce que mon fils il est venu 5 ans après. Ah, d'accord. Alors, c'était les grandes. D'accord. Après, mon fils, souvent, il descendait avec son père. Si on compare aujourd'hui une maman avec 5 enfants et vous à l'époque, Oui. il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait Non, pas... madame, j'en ai eu 3 avant d'avoir une machine à laver. J'avais 100 couches et j'arrivais à en manquer. Puis 3 petites filles qui suivaient à 1 an près. Non. Les vêtements plastiques n'existaient pas, c'était tout du coton. Repassage, des petites robes, des volants, des... Vous repassiez tout? Ah ben oui,
Et vous l'aviez tout à la main? J'aurais pas voulu les faire aller habillés comme des chiffonnières. Mais c'était une époque où les maris, ils aidaient pas beaucoup. Non, puis moi j'avais un mari qui passait beaucoup de temps sans travailler. Ouais. Parce qu'on habitait sur place Ah bah oui. pendant les premières années. Alors mon mari, le patron, l'avait sous la main. Et Donc il travaillait beaucoup. alors, moi je me débrouillais. Je veillais à ce que la maison ne lui apporte aucun souci. Et vous, mais pour vous c'était normal? C'était votre rôle? Mais la femme, elle est faite pour ça. Pour ça que ça va si bien maintenant. Vous pensez toujours que c'est le cas? Que la femme est faite pour ça? Bah, bien sûr. Aujourd'hui, on parle beaucoup du partage des tâches ménagères, Oui, etc. bah oui. Oui. Moi, mon mari, il a essayé une fois de cuire quelque chose, il a brûlé la casserole. J'ai dit stop, laisse tomber. Mais vous Non, pensez non, mon que... mari n'était pas fait pour ça. Par contre, pouvait n'importe quoi, il était là. C'était quelqu'un sur lequel je pouvais compter. Je n'avais pas besoin de lui. Oui, non, vous aviez l'air absolument autonome avec vos 5 enfants. Ouais. Mais c'est pas catastrophique. Moi, je faisais à manger, je mettais la casserole sur la table, et puis je servais, puis tout le monde mangeait. et est-ce que vous avez vu l'évolution des femmes au cours de votre vie? On a gagné en droit, en partage des Oui. tâches, justement. Bah oui. Oui, mais enfin, moi, ça ne me concernait pas. Moi, je suis trop de la vieille école. J'ai toujours, toute ma vie, j'ai dit, je suis venue au monde 100 ans trop tard. Vous auriez aimé Ah vivre... oui, beaucoup, beaucoup. Je suis folle des livres du siècle d'avant. C'est quoi votre passion pour la montagne? Parce qu'on voit que vous l'avez choisi comme couverture de livre. Quand je suis à la montagne, puis que je vois une ligne de crête, j'ai toujours envie d'aller pour voir ce qu'il y a derrière. Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre, Monique? Parce qu'on me l'a proposé. Et puis comme ça, ce que je raconte, je ne parle pas de mes enfants maintenant, puisqu'ils le savent, mais qui sait ce qui peut se passer dans 50 ou 100 ans. Un beau jour, il y en a un qui va trouver ça qui traîne sur une étagère, il va dire « qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors, Il dira « mais c'est pas possible, c'était le Moyen-Âge ». Vous l'avez fait lire à vos enfants et vos petits-enfants? Ah ben ils en ont chacun un. Et ils ont Ah aimé? ben je sais pas. Ah, ils vous ont pas fait de Ah retour ben je encore? sais pas. Moi je veux pas le lire. Hein. C'est pas pour vous. Est-ce que pour finir, Monique, je peux vous poser quelques questions? C'est des questions qu'on n'ose jamais poser à nos grands-parents. C'est des petites questions rapides, questions-réponses. À quoi ça sert de vieillir? Est-ce que vous savez? Ah alors là, vous touchez un point. Je prétends que ça sert à rien. Ça sert à rien pour vous? Tout au moins quand on s'en rend compte. Quand on assistait à cette déchéance, parce que moi, mon corps, il m'a jamais embêté. Mes enfants m'ont jamais vu malade. J'ai jamais rien eu. Si, j'ai 2 hanches en titane. Mais, non. Puis je me dis, te voilà, maintenant tu peux plus bouger. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Vous avez du mal à marcher, mais votre cerveau, ben il je marche. fonctionne. Je marche parce que je veux pas. Je veux tâcher de repousser le plus loin possible le moment où je sortirai plus de mon lit. Mais ça me fait peur. Puis j'espère m'endormir un soir, puis pas me réveiller le lendemain matin. Mais autrement, ben, je me plains pas, hein, parce que je ne souffre pas. Oui. Je suis assise là, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'à 95 ans, on a peur de mourir? Oh, la peur n'évite pas le danger. Hein. Vous connaissez des gens qui ont peur puis qui ne meurent pas? Non. Bon, ben moi non plus. Ça sert à rien d'avoir peur? Ben ça sert à rien. Est-ce qu'il y a un moment de votre vie que vous aimeriez revivre? Oui, enfin, je ne sais pas que j'aimerais revenir, mais pour moi, la plus belle période, ça a été peut-être quand mes enfants commençaient à être grands,
à se débrouiller tout seuls, faire ce qu'ils avaient envie de faire. On a eu la chance de vivre à une époque où du travail avec un BCP en ramassé, et c'est, disons, de 45 à 55. Parce que là, vous êtes encore en pleine forme, et puis vous avez déjà un peu de recul sur ce que vous avez fait. Je ne me suis jamais posé beaucoup de questions. Moi, je les ai laissés venir, et puis j'ai fait face. Pour finir, est-ce que vous avez connu le grand amour? Bah, j'en sais rien, je sais pas. Avec Claude? Mais je ne vous voyais pas vivre avec quelqu'un d'autre. Vous dire si c'est un grand amour avec un grand A, j'en sais rien, moi. Moi, j'ai été heureuse. J'ai été heureuse parce qu'il m'a toujours laissé faire comme je voulais. Des fois, il n'était pas d'accord, mais je savais comment le tortiller pour qu'il me vienne. Et ça se passait pas trop mal. Merci beaucoup, Monique. Merci pour votre témoignage, pour votre enfance.